Je convainc les fans d'Antoine Daniel de devenir communiste. Bon, je vous explique, j'ai tourné une vidéo sur Antoine Daniel, qui est peut-être sortie, peut-être pas, et où on parle justement de politique sociale par rapport à des déclarations d'Antoine Daniel et notamment de communisme. Et après, c'est parti en blabla avec le chat sur le communisme et je voulais, isoler pour vous le passer sur la chaîne YouTube parce que je trouve que c'est pas mal. Parce que souvent, on se cache derrière son petit doigt quand on est communiste. Souvent, les gens disent: «Ah bah oui, mais bon, moi je peux pas dire ce que c'est le communisme et tout» et je trouve que c'est vraiment pas convaincant et qu'en plus, c'est faux. On peut quand même arriver à, donner, des indications aux gens sur ce à quoi ressemblerait une société communiste, ce à quoi on tend et ce pourquoi on milite quoi, en gros. Et donc, j'ai eu cette discussion avec le chat. Malheureusement, je n'avais pas affiché le chat à l'écran. Donc vous allez me voir, dire les phrases du chat, hein. En général, je les dis d'abord, puis j'y réponds. Mais vous la voyez pas forcément dans le chat. Il y a que vers la fin où j'ai activé le chat. Mais bref, je vous laisse regarder ça, cette, capsule banger sur le communisme et l'envoyer à tous vos proches pour qu'ils sachent enfin ce qu'est le communisme. Et sur ce, je vous dis bon visionnage. Dans une société saine, il y aurait, des milliardaires, mais des 100K par an, je vois pas pourquoi ça n'existerait pas. Mais en fait, nous, on est communistes. Alors être communiste, c'est quoi? C'est considérer que, on peut établir une société qui sorte de la pénurie et qui soit une société, où on ne manque pas. En fait, l'immense majorité des produits, ne manquent pas. C'est-à-dire que, je sais pas, de la farine, par exemple, des soins, il y a tout un tas de choses en France qu'on peut organiser de manière à ce que ça ne manque pas. Et à partir du moment où ça ne manque pas, on n'a pas besoin d'avoir un marché pour les répartir. La mar le marché, c'est un mode de répartition de la pénurie. C'est-à-dire, comme il y en a pas assez pour tout le monde, bah, il faut que les gens disent qui peut payer le plus. Donc on a besoin d'argent. La réalité, c'est qu'à partir du moment où tu es dans une société où tu peux planifier la production pour avoir, bah, assez de farine pour tout le monde, assez je sais pas, enfin, on peut faire des calculs assez facilement pour savoir combien est-ce que les gens consomment de farine, combien est-ce que les gens consomment de je ne sais quoi moi, de sucre, de chips, de confitures, de tout ce que vous voulez. À partir du moment où on arrive à planifier tout ça, et ben, on n'a pas besoin de passer par le marché. C'est-à-dire que les gens arrivent dans une boutique, je sais pas, où il y a de la farine, ils se servent, ils se cassent avec leur farine, ils utilisent leur farine. Sauf que comme les gens sont matrixés par le capitalisme, ils pensent que si on fait ça, les gens ils vont prendre 50 paquets de farine pour les revendre. Mais en fait, si tu n'as rien à tu n'as rien à accumuler, quoi. Tu ne peux pas accumuler parce que ça n'a pas d'intérêt, tu ne vas pas le faire. Donc tu te retrouves avec la seule gestion qui peut être différente de ça, c'est la gestion des biens rares. Il y a des biens qui sont intrinsèquement rares. Par exemple, une place de concert, c'est intrinsèquement rare. Ça, c'est différent. Tu peux pas du coup dire: «Bah, chacun se sert» parce que, OK, je vais aller me servir de farine. OK, je vais aller, chez le dentiste parce qu'il y a assez de dentistes, je vais prendre un rendez-vous. OK, ça tout ça, j'ai pas besoin de payer. Les biens rares, c'est différent. Les biens rares, il faut trouver un mode de répartition de la valeur. Alors si vous, vous considérez que le meilleur mode de répartition, des biens, rares, c'est, le fait de l'objectiver avec de l'argent, c'est votre problème. Moi, je considère que c'est pas le cas. Moi, je considère que quand, par exemple, tu as, un concert et qu'il y en a pas assez pour tout le monde, ben, un mode de répartition au hasard ou un mode de répartition premier arrivé, premier servi est plus intéressant que de dire: eh ben, en fait, on va mettre les places sur le marché et Bernard Arnault pourra acheter toutes les places qu'il veut parce qu'en fait, il a pour lui, quelque chose qui, est rare, et qui coûte cher, en fait, ne coûte rien pour lui. Et puis pour quelqu'un par contre qui est super fan de la personne qui passe en concert mais qui a pas l'argent, il pourra pas le voir. Bah, je trouve que c'est pas normal par exemple, tu vois? Oui, on pourrait faire plus de concerts, mais il y a des choses qui seront toujours intrinsèquement rares, que ce soit de l'art, que ce soit des trucs, artisanaux. Moi par exemple, j'aime bien le vin. Et bah, il y a des domaines, qui intrinsèquement font du meilleur vin. Il y a des ch parce que leur terroir est meilleur par exemple. Donc tu peux pas en avoir, de manière infinie. Donc à partir du moment où tu as de l'introduction de la rareté, qui est consubstantielle à ces biens-là, c'est-à-dire que tu pourras pas avoir de l'abondance sur ces biens-là, il faut un mode de gestion de cette rareté. Vous pouvez considérer que le meilleur mode de gestion, c'est le marché et c'est de dire que les gens qui ont plus d'argent du coup, pour eux, les choses ne sont pas rares parce que la rareté, elle est dans le mode de production capitaliste, elle est purement subjective. Bernard Arnault, pour lui, il y a rien qui est rare. Une bouteille de Romanée Conti à 15 000 balles, c'est pas rare pour Bernard Arnault subjectivement, bah, c'est pas rare, il l'achète quand il veut.
Ce qu'il faut, c'est de dire que la rareté est objective. Il y a des choses qui sont objectivement rares et qui resteront rares. Elles seront rares pour tout le monde. La Romanée Conti, ce sera toujours rare. Alors, on peut peut-être se dire que les gens qui sont particulièrement intéressés au vin, qui, je sais pas, ont travaillé là-dedans, qui sont des grands sommeliers, qui sont je ne sais quoi, tu vois, bah, ils auront peut-être plus de chances que d'autres d'aller avoir une bouteille. Ça peut être ça le mode de répartition. Et il peut y avoir une part de mode de répartition qui est, euh, au, euh, qui est au hasard, d'autres fois qui peut être à l'ancienneté ou des choses comme ça. On peut répartir la rareté autrement que par l'argent. Sauf que comme les gens sont matrixés par le capitalisme, ils pensent qu'il n'y a que ça. Et donc, bref, il n'y a pas plus de raison que ça de dire qu'il y a des gens qui vont avoir 100 000 euros. En fait, il n'y a pas plus de raison que ça de penser qu'il faut qu'on reste dans une société avec une monnaie. On peut très bien, dès aujourd'hui, planifier l'immense majorité des choses dont on a besoin et qu'on produit déjà assez, voire même qu'on jette, parce que dans le régime capitaliste, quand on n'arrive pas à vendre un truc, on préfère le jeter plutôt que de le donner aux plus pauvres. Donc il vaut mieux pouvoir directement aller se servir de l'immense majorité de ces choses-là, puis de répartir les choses rares après, selon des modes de répartition de la rareté qu'on aura choisi entre nous. Une répartition basée sur le mérite, c'est moyen aussi. Oui, oui, bien sûr, mais je veux dire, il y a un truc qui est pas. Les gens, par exemple, je sais pas, moi je suis jamais le Hellfest, il y a des gens qui kiffent le Hellfest. Ils se mettent à je sais pas quelle heure dans une file d'attente. C'est un mode de répartition de la rareté, ça existe déjà. Et ces gens-là, comme ils sont intéressés par le Hellfest, ils sont foutus dans la file d'attente. Et ben, on peut considérer que ce truc, que ce truc a plus de valeur que de dire juste, bah non, les places du Hellfest, on va les mettre sur un marché. Et celui qui a le plus d'argent, il pourra aller autant au Hellfest qu'il veut. Et le mec qui aime bien le Hellfest mais qui n'a pas d'argent ne pourra pas y aller. Bah non, on a trouvé un moyen de répartition où bah, les gens qui ont quand même un peu d'argent pour pouvoir y aller, mais qui ont voilà, le prix des places et qui ont la déterre vont peut-être pouvoir en avoir. Mais après, ça peut être autre chose. Ça peut être un mode de répartition de la rareté qui est faite au hasard. Ça peut exister. Il y a plein de choses qui peuvent exister. La question du salaire de quoi? Il n'y a plus de salaire à ce moment-là. Il n'y a pas besoin de salaire, étant donné que tu vas te servir de toutes les choses qui sont abondantes, qui sont produites de manière planifiée pour qu'il y en ait assez. Tu vas faire tes courses, tu prends ce que tu veux, tu vois. Et que sur certains trucs qui sont rares, et ben là, tu trouves un mode de répartition qui n'a rien à voir avec l'argent. Donc, tu n'as pas besoin de salaire, en fait. Tu n'as pas besoin de salaire. Pas du veut des files d'attente. Comme un URSS, envoyer tweet. Eh ben oui. Eh ben les files d'attente, c'est mieux que le marché. File d'attente électronique. Non mais par exemple, un exemple de file d'attente. On a un truc qui est socialisé en France, c'est la sécurité sociale, c'est le soin. Vous avez une file d'attente. Quand vous prenez un rendez-vous chez votre médecin, vous croyez que c'est quoi si c'était une file d'attente, le fait qu'on vous dise c'est dans une semaine? Ça s'appelle une file d'attente, vous attendez votre place. On pourrait très bien dire, bah non, celui qui a le plus d'argent passe devant. Ça, ce serait un mode purement capitaliste de répartition du soin. Le mec qui a le plus d'argent, il prend sa place et il y va. Bah non, c'est pas comme ça en fait. Tout le monde a le droit d'y aller, tout le monde est remboursé, mais tu vas selon ta place dans la file d'attente. Et après, il y a des trucs qui peuvent te faire passer devant parce que c'est des urgences ou des choses comme ça. Il y a déjà un mode de répartition de ce genre de choses. Donc il n'y a pas de raison de penser que le seul mode de répartition, c'est le marché. Et c'est pour ça aussi qu'avec Position Revue, des fois, on attaque Frio, qui ne voit pas au-delà du marché. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y aura toujours de l'argent, il y aura toujours du salaire, il y aura toujours du marché. Il n'y a pas besoin de marché. Le marché, c'est intrinsèquement quelque chose qui... ça précède le capitalisme, mais c'est intrinsèquement quelque chose qui se terminera avec le capitalisme. Le Déjà communiste, c'est la file d'attente. C'est la tech. Le Déjà communiste, c'est la file d'attente. Exactement. Du coup, plus non, il n'y a pas besoin de monnaie. La monnaie sert à répartir la pénurie. Le marché sert à répartir la pénurie. Qui dit marché et monnaie dit pénurie. À partir du moment où tu fais une planification, il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas besoin de marché. Paddy Ring a dit c'est le retour du rationnement. Non, justement, c'est pas le rationnement parce que tu as la possibilité d'acheter ce que tu veux, enfin pas d'acheter, d'avoir ce que tu veux sur l'immense majorité des denrées. En fait, il faut arrêter de penser qu'on achète des œuvres d'art ou qu'on achète des Romanée Conti tous les 2 jours. L'immense majorité des trucs, c'est pas ça. Donc, je veux dire, demain, tu me permets de faire mes courses en allant piocher dans les choses. Je vais pas, enfin,
Je vais prendre des carottes, je vais prendre, des patates parce que voilà, j'aime l'Union soviétique, je vais prendre, je vais prendre, je sais pas, un peu de poisson, des œufs, enfin, c'est pas des choses où il y aura besoin d'avoir une répartition selon la rareté avec des files d'attente ou du tirage au sort. Ça n'a aucun putain de sens, tu vois? Enfin, c'est des choses, que je prendrais et juste je les paierais pas. Et puis étant donné que, bah, moi je suis en âge et j'ai la possibilité de travailler, je travaillerai, je produirai aussi et il y a des gens, ils viendront, ils auront des soins en psy qui paieront pas non plus, en fait. Et en fait, personne paiera rien, il y aura pas de souci avec ça. Il y aura aucun souci avec ça. Par contre, bah, moi, j'ai, quelques passions, notamment vous le savez, moi j'aime le vin par exemple, c'est une de mes passions. Bah, peut-être que le fait que j'aille faire les vendanges, le fait que j'aille rendre visite à des mecs pour essayer de comprendre comment se font certains trucs, bah, peut-être que j'aurai accès à des vins plus intéressants que vous. Et peut-être que vous, qui êtes passionné de je sais pas de quel sport ou de je sais pas quelle musique, bah, vous me passerez devant dans des trucs que moi je connais pas et qui m'intéressent pas particulièrement. Et je vois pas en quoi la société va s'effondrer parce qu'on répartit les choses comme ça, plutôt que d'avoir une répartition par le marché, quoi. C'est vraiment, c'est être un capitaliste mental de penser qu'on peut pas faire autrement que par le marché, quoi. Je suis d'accord, voilà, je convainc les fans d'Antoine Daniel de devenir communistes. C'est la capsule. Je convainc les fans d'Antoine Daniel de devenir communistes et je leur explique le communisme. Si ça, c'est pas beau. Ça vous plaît comme explication ou pas? J'aurai un beau vélo et pas du bon vin, moi ça me va. OK, réponds à ça. La planification, je vois pour les produits de première nécessité. Mais c'est même pas que de première nécessité. Enfin, je veux dire, si t'achètes, enfin, si tu vas prendre du fromage ou je sais pas quoi, c'est pas des produits de première nécessité en tant que tel. Tu vas pas mourir si t'en prends pas, mais bon, bref. Quid du reste? Les besoins, les envies, les projets varient. Comment on organise ça de manière flexible? Bah, déjà, ça varie, ouais, après bon, la plupart des gens, ils ont des projets qui, non plus sortent pas, d'un truc incroyable, hein. Enfin, je sais pas de quoi tu parles parce que les gens, si tu veux, ils vont en vacances, on peut organiser, des vacances sans avoir besoin de passer par le marché, ça n'a aucun c'est pas du tout, compliqué, hein, je vois pas en quoi ça pose problème. Après, on peut imaginer aussi, pour des projets très particuliers qui peuvent aussi coûter à la société, c'est-à-dire, coûter non pas en tant qu'argent, si on a aboli l'argent, mais demander, voilà, des ressources. Bah, on peut imaginer que plutôt que le fait de pouvoir entreprendre un projet soit soumis au fait d'avoir de l'argent, comme aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir, 100 000 € de départ ou je sais pas quoi, qu'on a hérité et tout, bah, qu'on passe par, une commission, par exemple. C'est-à-dire qu'on présente un dossier, on dit: «Ben, moi je voudrais faire ce truc-là, voilà, j'ai ce projet-là» et puis que la commission dise oui ou non. Ou on pourrait imaginer que, par exemple, chaque être humain a le droit, de base d'avoir, je sais pas combien de projets, par décennie, heu et puis, s'il a d'autres projets enfin, sans passer par la commission, par exemple, mais il y a une commission si tu as d'autres projets, j'en sais rien. On peut répartir les choses de plein de manières. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les gens ont l'impression d'être libres alors que les projets dépendent premièrement de l'argent que tu as et aussi de dominations cachées qui sont des concurrences avec des énormes monopoles, d'entreprises monopolistiques qui te font de la concurrence déloyale, qui te poussent à utiliser certaines technologies. Et donc, ce serait totalement faux de penser que on est libre dans le système actuel. Donc voilà, c'est pas, je vois pas en quoi ça pose problème, hein. Aujourd'hui, quand tu veux faire, imaginons un truc un peu public. Tu veux faire un projet de recherche à l'université. Bah, quand tu veux faire un projet de recherche à l'université, tu fais un dossier, tu dis bah, moi je voudrais rechercher ça, ça a un intérêt pour ci, pour ça. C'est accepté ou pas. Je dis pas que c'est un système parfait, mais c'est un système qui ne passe pas par la valeur. Donc il n'y a pas forcément de raison que tout passe toujours par la valeur, quoi. Niveau organisation du travail, ça me paraît un peu chaud. Il faudrait faire un roulement pour les trucs chiants. Bah oui, ça c'est sûr. Non, mais il y a des choses où il n'y a pas de raison qu'on ait une société où tu as des gens qui fassent les shots toute la journée et des gens qui soient dans le monde des idées toute la journée. On peut très bien imaginer que certaines tâches soient réparties entre tous. Parce qu'on considère que c'est des tâches qui n'ont pas d'intérêt ou dans lesquelles les humains ne vont pas se, euh, se, s'exprimer au mieux, quoi. Enfin, j'ai pas le terme, mais voilà, pouvoir se développer au mieux, en étant professionnel du fait de nettoyer les toilettes des autres, de leur équipe, par exemple.
On peut imaginer qu'il y a un tour ou j'en sais rien, il y a plein de manières d'imaginer les choses. Que ce soit, oui, le fait que, chaque personne qui dans l'équipe a une spécialité et un tour comme ça de tâches qui sont des tâches communes. Mais comme déjà, enfin qu'on fait déjà ça dans certaines équipes, hein. Quand tu manges avec tes collègues dans des endroits, bah, des fois il y a, chaque jour un type qui doit, faire la vaisselle ou un truc comme ça. C'est déjà quelque chose de bon sens en fait. C'est déjà quelque chose qu'on peut faire avec les gens. Il y a pas de raison que, ce soit pas ça. Mais c'est pas forcé, mais je veux dire on peut répartir des tâches, différemment qu'on le fait aujourd'hui, hein. Badu explique qu'au lieu d'être un FDP de milliardaire, on peut être communiste. L'esprit de compétition, tu le places où dans ce modèle? Ben, après, moi, je sais pas à quel point il faut mettre en avant l'esprit de compétition, mais l'esprit de compétition, il peut se placer dans un modèle sans argent. Il y a plein d'endroits où tu as de la compétition, où tu n'as pas forcément d'argent, hein. Je pense par exemple aux disciplines sportives, ou encore une fois, il y a des choses qui peuvent se passer au niveau de projets où, chacun porte un projet et puis tu as un concours, je sais pas, en France, par exemple, le concours Lépine. Oui, c'est un concours qui est connu, c'est pas un concours où tu gagnes avec de l'argent. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent se passer, où tu as une compétition, où tu as pas forcément besoin de monnayer la compétition, quoi. L'enfer administratif nous attend, camarades. Après l'enfer fiscal, l'enfer administratif. Mais le monde capitaliste ne laisse jamais les pays installer le communisme ou le socialisme. On fait comment? Alors, il faut comprendre quand même quelque chose, et c'est ce qu'on dit tout le temps, nous les marxistes, c'est qu'on pense que le capitalisme crée lui-même les conditions du communisme. Et la réalité, et ça, il faudrait justement qu'on en parle avec Chris de Position Revue, qui connaît très bien ça, étant donné qu'il bosse dans l'industrie et qui connaît bien la machine industrielle, on va dire. En réalité, aujourd'hui, tu as déjà des systèmes de coopération entre différentes entités qui vont coopérer pour produire des produits, justement, où l'argent n'est payé que, je ne sais pas, tous les mois, je crois, par exemple. C'est-à-dire que le truc tourne, fournit son produit au supermarché, les gens vont aller le consommer. Bon, alors les gens payent aujourd'hui au supermarché, mais les gens pourraient ne pas payer. Il y a entre les différentes, je sais pas, par exemple, si t'es une entreprise qui fait des gâteaux, euh, des gâteaux ou des crêpes ou je sais pas trop quoi, tu vois. Bah, tu as besoin de farine, donc tu reçois ton grossiste en farine, tu lui dis bah, j'en ai besoin, il t'envoie la farine, l'autre il t'envoie le lait, il t'envoie machin et tout. C'est pas payé tout le temps, tu n'as pas forcément besoin de payer à chaque fois que tu reçois une livraison. Tu peux payer tous les mois, ça permet de fluidifier les trafics, ça va plus vite et tout ça. Et comme chacun sait que l'autre va payer, bah, il n'est pas tout le temps en train de lui dire ouais, t'as pas payé. Parce que chacun sait que l'autre va payer. Dans une société qui n'est pas en pénurie, c'est-à-dire une société communiste, comme en fait, on va au bout de la logique. C'est-à-dire que comme chacun sait que l'autre peut payer et que l'autre est un interlocuteur de confiance, il ne demande jamais de payer. En réalité, tu as déjà ces échanges-là, sauf que le gars, par exemple, qui fournit la farine ou le lait à l'entreprise, qui va faire des gâteaux ou faire des crêpes ou je sais pas trop quoi, qui va les envoyer dans tes supermarchés et tout, bah, le premier gars là qui a fourni la farine, il peut aller dans le supermarché, se servir directement des gâteaux et d'autres choses dont il a besoin, et donc il n'a pas besoin de l'argent que lui donne le type qui lui achète la farine. Et aujourd'hui, si vous voulez, vous avez un règlement tous les mois, par exemple, ou tous les trimestres, ou j'en sais rien, pour régler les comptes. Mais en réalité, ça ne sert à rien. Je veux dire, ça fonctionne déjà d'une manière telle que ça pourrait fonctionner sans monnaie. Sauf que on reste dans ce système archaïque à cause d'une classe qui est la bourgeoisie et qui veut continuer à faire grossir son capital. Mais si vous voulez, le système productif est déjà bon pour passer au communisme. Et donc ça va pas s'effondrer si d'un coup on dit bah non, en fait on fait juste plus le transfert d'argent entre les deux. Ça va pas s'effondrer, sauf qu'en fait le seul problème c'est qu'on va se retrouver avec la bourgeoisie qui, comme elle est aujourd'hui, va résister, va se fasciser, va peut-être monter une armée ou des choses comme ça. Ça c'est un enjeu de lutte, mais c'est pas un enjeu technique ou un enjeu de possibilité, quoi. Pas du comment tu pousses les gens à faire des métiers chiants dans le système de Frio, tu as l'argument du salaire plus élevé. Bah ça dépend. Frio considère que on va valoriser ça avec le salaire, mais on peut le valoriser différemment, par exemple en baissant le nombre d'heures.
Tu peux avoir des boulots où on décide collectivement que boire c'est chiant, qu'être soignant c'est chiant. Ouais, c'est chiant, mais si tout le monde est à 32 heures et puis qu'en fait être soignant c'est 22 heures. Ouais, c'est peut-être chiant, mais ça a peut-être de l'intérêt, tu vois? Enfin, tu peux trouver plein de moyens autres que de le valoriser avec du salaire. Je vois pas pourquoi ce serait la seule valorisation possible, ce serait le salaire. Après, tu peux avoir aussi des boulots qui sont considérés comme chiants, qui peuvent être aussi des je sais pas, des boulots, des enjeux de formation où on dit: «Bah, les gens, ils doivent passer par là», ils donnent 2-3 ans là-dedans. Ça paraît pas non plus, déconnant. Ou alors que ces boulots, si vraiment on les considère trop chiants, comme je vous disais, on peut les répartir entre les gens. C'est-à-dire qu'on peut dire: «Bah, le boulot des boueurs, il est insupportable et donc on va avoir des gens, qui vont le faire à tour de rôle, 1 semaine tous les ans, et on aura notre tour de ça, tu vois? Alors je suis pas sûr que ce soit la manière la plus efficiente de le faire, tu vois? Mais c'est pas non plus impossible. C'est pas non plus impossible et d'ailleurs le système, l'histoire du mouvement, ouvrier, ça a aussi été ça. C'est-à-dire de dire: «Il y a des métiers plus pénibles que d'autres et ces métiers-là vont avoir des avantages». Ça a aussi été ça, hein. Je préfère un monde où il faut déposer un dossier pour aller en vacances qu'un monde où 60 de la population n'a pas les moyens d'aller en vacances. Non mais en plus de ça, qu'on soit clair, il y aura pas, enfin, les vacances, c'est un truc que tout le monde fait et je vois pas pourquoi dans ce genre de disposition, on aurait 60 des enfin, on aurait, forcément besoin de déposer un dossier de ouf pour partir en vacances. Tout le monde part en vacances, enfin tout le monde voudrait partir en vacances, donc tout le monde partirait en vacances, tu vois? Pas du team avec pas du seul tout. C'est mieux. Bah, ouais, bien sûr. Pas du tu penses vraiment que c'est fiable? Avec la nature de l'homme. Rappelle que la nature de l'homme, c'est quand même principalement la coopération, hein. C'est quand même ça la nature de l'homme. Donc je vois pas pourquoi, le fait de dire, heu, je vois pas pourquoi en fait, la nature de l'homme se serait soumis au marché, tu vois? Le marché, ça a pas toujours existé. C'est même dans l'histoire de l'humanité quelque chose qui est assez faible. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas, faire sans le marché, tu vois? Et encore une fois, quand tu as rien à gagner, à, prendre, je sais pas 50 paquets de farine pour, l'avoir chez toi, bah, tu le fais pas, tu vois? Les gens, si aujourd'hui ils voudraient avoir 50 paquets de farine, c'est parce qu'ils peuvent les revendre, mais si tu peux pas les revendre et que tu pas de monnaie et que la monnaie n'est pas valorisée, quel est l'intérêt de faire ça, tu vois? Ça n'a aucun intérêt. J'aimerais voir la tête des multimilliardaires le jour où on laissera tomber l'argent. Bah, en vrai, oui. En vrai, oui. On pense tellement pareil, je suis amoureux de toi, pas du stream germano-réaliste, c'est bon ça. Sinon, on met tous les anciens bourgeois dans des boulots chiants pour qu'on les rééduque par le travail. Exactement, je suis d'accord avec toi. Des trains gratuits pour délaisser la voiture. Mais la voiture, en vrai, c'est une question intéressante, hein, parce que c'est typiquement quelque chose où les gens nature humaine pensent que la voiture, c'est la nature humaine. Mais la voiture, c'est fait à l'image de l'individu. C'est vraiment un truc purement individuel ou familial. Mais c'est pas du tout le mode de transport le plus efficient. Je veux dire, quand tu te poses dans un train et que tu fais en 1 heure et demie un truc que tu aurais fait en 3 heures à voiture et que tu peux lire, que tu peux être sur ton téléphone, tu peux être tranquille, c'est bien mieux. Donc vraiment il y a Végétarix qui dit: «Le train a été délaissé au profit de la voiture». Évidemment, il y a eu des enjeux, d'argent de vendre des voitures à tout le monde et c'est vraiment à l'image, de l'individu, la voiture. Avoir une monnaie d'échange est pratique pour éviter une rigidité bureaucratique et des décisions arbitraires. Ce qui est déconnant, c'est la possibilité d'une telle accumulation et la prédation soit récompensée. Voilà. Encore une fois, moi je pense que l'immense majorité des choses n'ont pas besoin d'avoir une rigidité bureaucratique et des décisions arbitraires. C'est-à-dire que la plupart des choses, tu pourras les consommer comme tu les consommes aujourd'hui, sauf que tu les paieras pas. Et après, sur certains trucs, certains projets et tout, bah, c'est déjà le cas aujourd'hui. Tu as déjà de l'administratif. Et sauf que tu n'auras pas de contrat, enfin de rapport de force entre particuliers, tu auras pas des monopoles privés qui seront contre toi. Mais je veux dire aujourd'hui, quand tu veux, passer le permis de conduire, quand tu veux, passer un diplôme, quand tu veux, avoir une allocation logement ou je sais pas quoi, tu fais déjà des démarches administratives. Ça peut être chiant, mais c'est pas non plus un enfer. Et après, on n'est pas en train de dire que c'est le monde de oui-oui, hein, le communisme. Il peut y avoir des gens je sais pas, biaisent une décision qui sera une décision collective, mais qui arrivent à la biaiser, on ne sait pas trop comment. Pourquoi pas? Après, il y aura des lois, il y aura, enfin voilà,
C'est comme aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, tu peux déjà avoir des magouilles au niveau administratif, des dessous de table, des choses. C'est déjà le cas et c'est même, on va dire, encore plus le cas quand tu peux soudoyer les gens. Parce qu'il faut quand même comprendre que magouiller dans une société où l'argent a de la valeur et magouiller dans une société où l'argent n'a pas de valeur, c'est pas la même chose. Parce que va magouiller dans une société où tu peux pas faire de dessous de table, où il n'y a pas d'enjeu d'argent sous-jacent. Et ben c'est pas exactement pareil quand même. C'est pas exactement pareil. Donc il y aura toujours un État puissant. Quid du dépérissement de l'État? Qu'est-ce que tu appelles État? En quoi avoir, je sais pas, avoir un comité pour gérer des projets, enfin, en quoi tu appelles ça un État? En fait, toute la question du dépérissement de l'État, c'est la question de ce que tu appelles un État. C'est pas, je vois pas en quoi le fait de dire, ben, on a une commission de personnes qui est là pour savoir si, tel projet d'un mec qui veut développer une nouvelle type de pince à linge, doit passer avant d'un autre gars qui veut développer un nouveau type de télécommunication. Je vois pas en quoi ça s'appelle un État, tu vois? Enfin, pour moi, c'est pas ça l'État, tu vois? Enfin, c'est pas l'État au sens marxiste, en tout cas, tu vois? Le problème, c'est que si tu penses que tout mode de coopération interindividuelle, est un État, bah, oui, du coup, il y aura toujours un État. Enfin, a priori, hein, je vois pas trop comment tu peux faire sans avoir, des organisations collectives, tu vois? À ce moment-là, la CGT, la fédération, de la CGT, c'est un État, tu vois? Enfin, oui, si tu veux, mais je vois pas pourquoi on appellerait ça un État, moi, personnellement, mais bon, est-ce qu'on finit cette capsule, sur ça? Je pense qu'on a fait une capsule communisme. C'est pas mal, c'est pas mal. Sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, n'hésitez pas à, vous abonner à cette chaîne et à la chaîne, principale, la chaîne Padu. Elle s'appelle PADU maintenant. N'hésitez pas à vous abonner à toutes les autres chaînes de la Padu Team, au Twitter, au Blue Sky, Position Revue, Dr Zoé. Vous connaissez maintenant et sur ce, on vous dit à plus!